parce que nous avons appris à travers des sources proches de cette juridiction que c'est Loudalen Diallo, le président de l'UFDG, qui a été cité dans l'affaire de Air Guinée. Malgré tout ce qui a été dit dans ce dossier, malgré les démentis et les justifications qui ont été fournies même par l'acheteur de l'avion, la CRIEF s'acharne toujours contre Cellou et tout porte à croire que dans les jours à venir, et en ce qui concerne les alertes, je vais commencer par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a été créée par le CNRD. Comme vous le constatez depuis un certain temps, il y a des condamnations qui sont prononcées contre des anciens dignitaires du régime de M. Alpha Condé, parmi lesquels il y a Damaro Camara, il y a Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense, il y a Ibrahim Kourma, et il y a une stratégie qui consiste aujourd'hui à ordonner la confiscation de leurs biens après leur condamnation. Et cette stratégie semble être élargie ou bien serait élargie dans les jours à venir, parce que nous avons appris à travers des sources proches de cette juridiction que c'est Loudalen Diallo, le président de l'UFDG, qui a été cité dans l'affaire de Air Guinée. Malgré tout ce qui a été dit dans ce dossier, malgré les démentis et les justifications qui ont été fournies même par l'acheteur de l'avion, la CRIEF s'acharne toujours contre Cellou et tout porte à croire que dans les jours à venir, ils vont prononcer une condamnation contre Elhadji Loudalen Diallo, le leader de l'UFDG, par contumace, c'est-à-dire une condamnation par défaut, parce qu'il n'est pas présent en Guinée. Il ne s'est pas présenté aux différentes convocations qui lui seraient adressées qui lui auraient été adressées par la CRIEF. Et après cette condamnation, certainement, nous avons également appris par les mêmes sources d'information qu'une confiscation de ces biens serait encore planifiée. La Cour va ordonner la saisie de tous les biens appartenant à Loudalen Diallo à Conakry à l'intérieur du pays. Et si cela se confirme, je pense que ça serait un autre pas franchi pour essayer de déstabiliser un potentiel candidat pour les prochaines élections. J'ai l'impression aujourd'hui, je ne dis pas que ce que je dis là sera confirmé prochainement, c'est des informations que nous avons apprises et nous allons essayer de les vérifier. Et peut-être dans les jours ou les mois à venir, l'histoire peut-être va nous confirmer cela ou va infirmer cela. Mais si cela se confirme, je pense que le CNRD et sa justice auraient déjà trouvé un autre moyen pour écarter un candidat potentiel. Actuellement, il y a deux stratégies qui sont mises sur la table. La première stratégie, c'est de se servir de la CRIEF pour isoler Cellou, parce que si toutefois il est condamné par cette cour, une personne condamnée ne peut être candidat dans une élection n'importe laquelle, tant que la condamnation reste en vigueur. Même si la personne bénéficie d'une grâce présidentielle après la condamnation, mais la grâce ne permet pas à la personne de jouir librement de ses droits civiques. Par exemple, c'est porter candidat lors d'une élection. Il faut qu'il y ait quand même l'amnistie, une loi d'amnistie qui sera votée pour permettre à la personne condamnée d'être candidate. Alors, le cas de Loudalen Diallo, certainement, c'est une bonne stratégie qu'ils sont en train de mettre en place pour eux, pour l'écarter, parce que certainement, ils ont trouvé que la stratégie avec Ousmane Gawal n'a pas trop fonctionné. Maintenant, il faut se servir de cette justice pour écarter le leader de l'UFDG des prochaines élections à venir en Guinée. Donc, on ne va pas trop se tarder sur ce sujet parce que c'est des informations que nous sommes en train de vérifier et dans les jours à venir, les auditeurs et les téléspectateurs auront quand même beaucoup plus de précisions sur le dossier. Bon, est-ce que je peux intervenir avant de passer là, Mohamed Moussa? Oui, Saliba, vous allez intervenir, mais moi je voudrais simplement dire, Mohamed Moussa vient de dire que même en cas de grâce présidentielle, Cellou ne pourra pas se présenter. Je vais vous dire, si Cellou Dalein est condamné sous le CNRD, il n'y aura jamais de grâce présidentielle. Ça, croyez-moi, ça ne se fera pas. Je ne sais pas d'où est venue la haine entre le CNRD et Cellou Dalein, mais si lui est condamné même pour un seul jour, croyez-moi, il ne sera jamais gracié. Monsieur Baldé, avant que Saliba ne continue, excusez-moi. Oui. Et vous posez une question pertinente, d'où est venue la haine entre Cellou et le CNRD? Oui. C'est que le CNRD n'avait pas de projet à part Cellou, c'est ça la vérité. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, je vais me permettre de faire ce petit rappel. Cellou fait partie de ceux-là qui ont effectué des déplacements à l'extérieur de la Guinée pour aller expliquer les circonstances du coup d'État aux bailleurs de fonds, aux partenaires internationaux, pour ne pas que la gente soit isolée. Parce qu'ils pensaient au départ
qu'en écoutant le discours du général Mamadi Doumbouya, qui était colonel à l'époque, que réellement il est venu au pouvoir pour mettre la Guinée sur le rail, pour rectifier, pour éviter les erreurs du passé, comme il l'avait promis. Cellou a fait un grand combat diplomatique pour ne pas que cette zone soit isolée au niveau des Nations Unies, aux États-Unis, en Europe avec l'Union européenne et tous les partenaires de la Guinée. Mais comme le CNRD n'avait que de projets, l'UFDG et Cellou Dalein Diallo, il fallait trouver tous les moyens possibles pour écarter Cellou. Je vous ai dit, tant que Cellou n'est pas écarté sur la liste, on ne parlera pas d'élection présidentielle avec le CNRD. Ce n'est pas possible. Leur stratégie, leur politique, leur projet, c'est avant d'aller à n'importe quelle élection présidentielle ou législative, il faut trouver les moyens de mettre Cellou à l'écart de ce processus pour ne pas que, parce qu'ils savent pertinemment, je le dis avec connaissance de cause, une élection transparente aujourd'hui en Guinée, aucun leader, aucun candidat ne peut s'arrêter devant Cellou Dalein Diallo s'il est candidat. Ce n'est pas moi qui ai fait que Cellou soit le plus populaire aujourd'hui parmi les politiciens guinéens. Il a eu la confiance d'une majorité de Guinéens. Mais le CNRD, son projet, c'est ça. On a dénoncé ça au temps de Alpha Condé, M. Baldé. Alpha a fait 11 ans, tout son projet tournait autour de Cellou et de l'UFDG. Ce qui fait qu'il a fait 11 ans, voilà l'héritage qu'il nous a laissé aujourd'hui. Mamadi Doumbouya aussi, après 4 ans au pouvoir, bientôt 5 ans, le seul projet qu'il nous a présenté depuis qu'il est venu au pouvoir avec son CNRD, c'est comment écarter un candidat qui est Cellou Dalein Diallo. Et c'est l'héritage là qu'il va nous laisser après son départ parce qu'il quittera le pouvoir, quoi qu'il arrive. C'est ça aussi la vérité. Donc c'est ce que je voudrais apporter comme précision là-bas. Bon. D'accord. Salut. Voilà, je crois que je suis pas d'accord avec cette sortie de mon confrère Mamadou Moussa. Bon, il faut préciser que le CNRD a pris le pouvoir dans les mains d'Alpha Condé, pas dans les mains de Cellou Dalein. Cellou Dalein n'était pas au pouvoir, donc il cherchait le pouvoir, il faut préciser ça, soit dit en passant. Alors, je crois que cette grief, bon, comme vous le savez, moi je suis un partisan, un supporter de cette institution républicaine, bon, qui est en train quand même de faire un travail malgré quelques faux pas, quelques failles. Bon, avec beaucoup de faux pas, Saliba. Bon, pas beaucoup quand même. Moi, je pense que quelques, bon, disons quelques, bon, c'est que, bon, le cas de Damaro, Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, c'est un faux pas de cette grief. Il faut le préciser. Et Kassori Fofana. Bon, Kassori, le dossier est un peu compliqué pour ce monsieur. Bon, vous savez, on a cité beaucoup de cas là-bas. Je pense que monsieur, l'ancien Premier ministre doit justifier. Donc, pour le moment, il n'arrive pas à apporter des justifications claires là-dessus. Donc, mais revenant sur le cas de monsieur Damaro, bon, il a dit et redit, j'ai déposé cet argent dont on me reproche à la Banque centrale et voici les récépissés. Donc, mais personne, j'ai l'impression que personne n'a voulu l'écouter et personne ne veut l'écouter. Revenant sur le cas de Cellou Dalein, je pense que ça serait un abus de pouvoir, c'est-à-dire un grand faux pas de la part de la grief qui va se discréditer parce qu'elle ne peut pas fournir des preuves irréfutables condamnant Cellou Dalein. Et s'il condamnait le monsieur et que ce monsieur, quand même, ses droits civiques soient compromis, ça serait quand même, si vous voulez, une faute impardonnable de la part des militants et sympathisants de Cellou Dalein et même de Cellou Dalein. Mais je pense que revenir ce que Mamadou Moussa dit ici, la guerre entre le CNRD et Cellou Dalein, mais je pense que c'est l'UFDG est venu en quelque sorte, ce qui avait visé le RPG Arc-en-Ciel est retombé sur l'UFDG en quelque sorte. Mais retenez en quelque sorte le pouvoir politique a été retiré des mains d'Alpha Condé. Cellou Dalein cherchait le pouvoir, il n'avait pas le pouvoir en main. C'est cette précision que je souhaiterais en quelque sorte apporter pour peut-être aller à l'encontre de ce que M. Mamadou Moussa est en train de dire ici. Ok, avant d'aller à l'autre alerte, je vais vous dire, Saliba, il n'y a pas plus preuve palpable
que les documents exhibés par Cellou Dalein sur sa maison. Toute la Guinée, tous ceux qui savent lire et écrire, ont su comment il a acquis cette maison à travers la banque qui lui a financé. Donc, il n'y a pas, si cette maison a été détruite, complètement anéantie, quelque chose a été construit là, sans que même la justice ne branche mot, je ne vois pas sa maison de l'abbé ou une autre maison à Conakry là-bas ne soit pas saisie rapidement là et puis sans que même que rien ne se remue. Je pense que ça, c'est mon opinion. Je vais vous dire, M. Balde Mamadou, là où le CNRD a fait un faux pas, a permis quand même à ceux qui l'accusent d'être contre l'UFDG, c'est quand ils n'ont pas attendu la décision de la justice avant de faire tomber la maison de Cellou Dalein. S'ils avaient attendu que la justice se prononce, parce que c'est sûr et certain que la justice allait se prononcer en leur faveur, donc il avait un outil de justification pour faire tomber la maison. Mais ils n'ont pas attendu, ils ont été trop pressés. On a vu la manière dont ils sont partis. Parce que, tenez, l'État, tout appartient à l'État. Peu importe votre maison, votre voiture, etc. Ils avaient en quelque sorte le dessus dans cette affaire. Mais ils ont été pressés. C'était... Bon, en quelque sorte, il avait quelque chose, il faut le dire. Là, Jacob, bon, je rejoins Mamadou Moussa contre le monsieur. S'ils avaient attendu que la justice se prononce, dit oui, c'est votre maison, c'est pas la maison de Cellou Dalein, faites-en ce que vous voulez. J'avoue que les arguments contre eux en face de Cellou Dalein seraient moindres aujourd'hui. D'accord. Mamadou Moussa pour l'autre alerte, s'il vous plaît. Voilà, je pense que certainement Saliouba a reçu des informations sur son décret éventuel, peut-être le décret est sur la table encore. On pensait que le décret était dans le couvert. Il va être nommé préfet à Télémélé. Et je pense que ce que nous avons mis à dire ici, ce n'est pas de la victimisation que nous sommes en train de porter sur l'UFDG, c'est une réalité que les Guinéens sont en train de vivre en Guinée. Mais vous allez comprendre à travers la deuxième alerte, je vais continuer avec le RPG Arc-en-Ciel. On devrait aborder ce sujet depuis notre dernière émission. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis. C'est le cas de Dr Sékou Kondé, qui a été arrêté au siège du parti le 15 mai dernier. Et il a été conduit du côté, je crois bien, de la brigade de recherche, où il a été détenu pendant 24 heures avant d'être libéré provisoirement le 16 mai 2025. Et le 19 mai 2025, il y a eu l'ouverture de son procès au tribunal de Mafanko. Quand le procureur de ce tribunal avait requis une lourde peine contre lui, mais le juge a estimé que les faits pour lesquels il était poursuivi n'étaient pas établis, donc c'est des faits d'attroupement non autorisés sur la voie publique, alors que le siège d'un parti politique ne fait pas partie des lieux publics, c'est un lieu qui est privé. Donc, le juge a estimé que ce n'était pas normal de condamner Dr Sékou Kondé. Il a été purement et simplement relaxé par le juge. Maintenant, il y a un fait qui m'a beaucoup marqué dans cette affaire. Ce n'est pas la procédure qui a été enclenchée contre lui, mais c'est sa déclaration lorsqu'il est sorti du tribunal. Quand il dit le RPG Arc-en-Ciel, c'est comme si le parti n'est pas suspendu. Pourquoi il le dit? Parce que depuis que le ministère de l'administration du territoire a annoncé que le parti RPG Arc-en-Ciel a été suspendu pour non-conformité au règlement, comment on appelle ça, à la loi sur les partis politiques en Guinée, il n'y a pas eu de notification adressée à la direction nationale du parti. Ça n'a jamais été le cas. Ensuite, Dr Sékou Kondé précise qu'il a dépêché quelqu'un pour aller au ministère de l'administration du territoire demander un acte administratif qui témoigne que le parti a été bel et bien suspendu, mais aucun responsable du ministère n'a pu fournir ce document. Et il va plus loin en disant que malgré l'annonce de cette suspension, le RPG reçoit régulièrement des invitations du ministère pour les activités que ce département organise. Alors, des questions doivent intervenir à ce niveau. Est-ce que le RPG est réellement suspendu ou bien c'est une annonce de façade? Pourquoi, si le parti était suspendu, pourquoi il reçoit des invitations pour participer aux activités du ministère qui a prononcé sa suspension? Je pense qu'à ce niveau, ça témoigne un peu de la cacophonie qui gangrène aujourd'hui notre administration.
Je donne raison à Mme Doussou Kondé qui disait l'autre fois qu'il n'y a pas un homme capable de dissoudre le RPC en Guinée. Ça n'existe pas. Ça, je le confirme aujourd'hui. Ensuite, elle a dit que l'actuel ministre de l'administration du territoire, c'est l'un des militants du RPC qui partait même recueillir des informations à un moment donné au nom du parti avec la gouvernance du général Lansana Conté. Et ça se confirme aujourd'hui. Sinon, comment il peut dire que le parti est suspendu sans apporter un acte, un document qui atteste que le parti a été suspendu? Parce qu'au niveau de la justice, on travaille avec des preuves qui sont palpables. Quand vous dites qu'un parti est suspendu ou est dissous, il faut produire quand même un acte juridique ou administratif pour montrer que réellement vous avez pris une telle décision. Malheureusement, ça n'a pas été fait pour le cas du RPZ. Est-ce que ce n'est pas une manière de masquer une réalité pour encore se retourner contre l'UFDZ un jour, quand ils vont prononcer une suspension ou une dissolution peut-être de ce parti, ils vont dire, ah, ce n'est pas seulement l'UFDZ qui est concerné, ça a commencé avec le RPZ. Pendant ce temps, on apprend que le RPZ n'a jamais été suspendu officiellement. Donc, je pense qu'à ce niveau, les Guinéens doivent encore réfléchir pour savoir, comme ce que j'avais dit au départ, j'ai dit le seul projet du CNRD, je vais le répéter encore, même si le grand frère Saliba n'est pas d'accord, le seul projet du CNRD aujourd'hui, c'est comment écarter, déstabiliser définitivement l'UFDZ. Ça, je le réitère à tout moment. Et je conteste, je défie quiconque qui va me prouver le contraire. On dit l'UFDZ est mis en observation, le RPZ est suspendu, on trouve que le RPZ n'est pas suspendu. On interdit le congrès de l'UFDZ, on ordonne le retour d'Ousmane Gawal au sein du parti qui a été exclu, on dit la procédure n'a pas été respectée. Et tout ça là, c'est pour mettre les bâtons dans les roues de ce parti. Alors que le ministre, M. Ibrahim Khalil Kondé, revienne pour nous confirmer réellement que le RPZ est suspendu en brandissant au moins un acte administratif pour montrer que réellement le parti l'a suspendu. Mais je pense qu'Alpha Condé, il y a une seule chose que j'aime avec Alpha. Alpha fait peur au CNRD. Alpha fait très peur au CNRD. Le CNRD n'ose pas Alpha Condé. Je pense que Alpha Condé et le CNRD, c'est une longue bataille qui va finir peut-être très mal pour le CNRD. Ils ne connaissent pas encore qui s'appelle Alpha Condé, mais peut-être dans les mois à venir, ils vont savoir qui s'appelle Alpha Condé réellement en politique. Bon, voilà. Est-ce que... Mamadou Moussa, avant que Saliba ne prenne la parole, et je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire, beaucoup diront, beaucoup vont penser, pour des raisons subjectives, pourquoi le RPG n'a pas été suspendu entre griffes. Tout ça, c'est parce que je vais vous dire une chose. Le RPG fait peur à l'autorité en place. Ce n'est pas par amitié, hein, ce n'est pas par parenté. Hein. Le RPG fait peur. Moussa Kondé a dit ici quelque chose de façon un peu voilée, que nous là, nous on laisse pas pour nous ils n'ont qu'à dissoudre le RPG. Donc le RPG, vous avez parfaitement raison pour dire que Alpha Condé fait peur parce qu'il ne laisse pas. C'est ça aussi, c'est ça la vérité. Donc je suis d'accord avec vous sur ce point. Saliba va réagir. Ouais. Allez-y, salut. Bon, vous savez, vous êtes en train de donner des ailes à un oiseau qui n'a pas d'ailes. Bon, et comment pouvez-vous expliquer, justifier que le RPG peut faire peur au CNRD? Non. C'est que les gens là étaient au pouvoir. Ils ont été réveillés un 5 septembre 2021. On a retiré les clés de leurs mains. Ils ont, moi, par nous, bon, je ne fais pas partie de ceux-là qui ont retiré quand même. Bon, mais ils ont retiré les clés de leurs mains. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusque-là? Saliba. Rien. Saliba. Rien. Saliba. Oui. Celui qui a retiré les clés là, c'est un de leurs. Ok. C'est-à-dire c'est un militant, c'est-à-dire c'est un très proche du RPG, quelqu'un qui était censé défendre le RPG, aurait été un autre qui est à l'extérieur du RPG, il n'allait pas pouvoir le faire. Maintenant, vous savez, regardez les rangs des mouvements de soutien. Qui sont-ils? Ils sont tous du RPG. 95% de ces mouvements de soutien sont issus des rangs du RPG Arc-en-Ciel. Comment un parti pareil peut faire peur? Non. Je vais vous dire le parti qui fait peur au CNRD. Okay. C'est le DFDG de Cellou Dalein. Okay. Parce que vous savez pourquoi? Non. On a militarisé Bambeto et Koza. On a envoyé, on a corrompu
on a soutiré les uns et les autres dans les rangs de ce parti. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est les forces armées, sans les armes en quelque sorte que je peux parler ici. C'est-à-dire ceux-là qui s'agitent, ceux-là qui revendiquent, ceux-là qui crient. On a peur de ces gens. Dites-moi, depuis que le pouvoir a été retiré de ces mains du RPG, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Ils n'ont rien pu faire. Ceux-là qui s'agitent, qui empêchent les gens-là de dormir aujourd'hui, c'est l'UFDG. Saliba, est-ce que tu connais l'histoire du RPG? Je connais l'histoire parce que je sais que tu connais l'histoire du RPG. Je connais. Comment le RPG a commencé jusqu'à être au pouvoir en Guinée? Ils étaient forts au temps de Lansana Conté. Ils faisaient peur à Lansana Conté. Mais pas actuellement au pouvoir en place. Parce que tous ceux-là qui sont... Je vais vous lire une liste ici. Okay. Je vais vous lire une liste. Okay. Ceux-là qui ont basculé vers eux. Je vous donne le nom de Bani Sangaré. Vous le connaissez. Je vous donne le nom de Sayo Mara, secrétaire général adjoint du comité directeur de bon. Cheikh Fantamadi Kamara, Ousmane Dadi Kamara, Mohamed Lamine Kaba, dit alias Fidel et Bala Kamano et un certain Aboubakar Souma. Ils étaient tous du RPG Arc-en-Ciel. Aboubakar Souma de la GECI. Voilà, de la GECI. Dadi, on l'a reçu dans cette émission. Ok. Maintenant, mais Saliba, ils ont été virés du RPG. Virés maintenant parce que simplement le RPG a senti sa faiblesse. Ce que le grand frère Saliba n'a pas compris peut-être, la plupart des noms que vous avez cités là-bas, c'est des gens qui étaient alliés au RPG Arc-en-Ciel. Prenez par exemple le cas de Mohamed Lamine Kaba. Mohamed Lamine Kaba a un parti politique, le Fidèle. Et Mohamed Lamine Kaba était du RPG au temps de Lansana Conté. Il était, je crois bien, secrétaire fédéral du RPG à Dakar, au Sénégal. Mais depuis que Alpha Condé a mis pied à Sékou Touré en tant que président de la République, il n'a jamais été membre du RPG. Il était même opposant au RPG à un moment donné, l'un des opposants les plus critiques. Il a eu des ennuis judiciaires avec ça. C'est à partir de 2020, lorsqu'il y a eu le coup d'État constitutionnel, que M. Mohamed Lamine Kaba encore a choisi de se rallier derrière le RPG pour avoir un poste de député à l'Assemblée à l'époque. Ça, c'est juste un petit. Mais c'est Aboubakar Souma, il n'était pas du bureau politique du RPG. C'était des alliés. Mais si vous prenez le cas de Bani Sangaré, même au temps d'Alpha Condé, son monsieur avait des problèmes au sein du parti. Donc, il y a ce qu'on appelle les gens qui ne sont pas constants. Il y a les militants circonstanciels qui souffrent d'une crise existentielle. C'est existe dans tous les partis. Si vous prenez le cas de Sayo Mara, c'était un simple auditeur de radio en Guinée qui a eu la chance d'être nommé au ministère de l'enseignement préuniversitaire pour devenir le porte-parole de ce département. Donc, c'est des gens qui étaient en train de chercher à profiter. Mais les vrais fidèles d'Alpha Condé au sein du RPG, ces gens-là sont connus et la plupart d'entre eux n'ont pas changé encore de discours ni de veste. L'exemple de Dr Sékou Condé est là. Sinon, s'il voulait avoir un poste pour déstabiliser le RPG, il aurait déjà eu, mais il a refusé. Il dit qu'il restera fidèle à Alpha Condé. Ces gens qui sont fidèles existent encore dans tous les partis. Dans beaucoup de partis politiques, il y a des gens qui sont fidèles, mais il y a des opportunistes qui sont présents. Ceux qui sont en train aujourd'hui de chanter pour dire qu'ils vont rejoindre le CNRD pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya alors qu'ils sont du RPG, si le CNRD chute aujourd'hui, ils seront les premiers encore à rejoindre celui qui viendra au pouvoir demain. C'est les gens-là qui ont détruit la vie politique en Guinée. Il ne faut même pas leur accorder la moindre considération. Ils sont très nombreux, ils ne sont pas seulement au RPG. À l'UFDG, il existe. À l'UFR, il existe. Et dans tous les partis politiques, il existe. Je rappelle qu'Aboubakar Souma n'est pas de la GECI. Ce n'est pas de la GECI. Hein. Il y a une autre parti politique, mais ce n'est pas la GECI. Voilà. Merci beaucoup. Oui, la GECI, c'est pour monsieur, la GECI, c'est pour monsieur, comment on appelle ça? C'est un certain Fodé Souma. Il était allié à l'UFDG en 2010 lors du second tour de l'élection présidentielle. Exactement. Génération Citoyenne, c'est son parti. Exactement. Et lui-même, son divorce avec l'UFDG est parti de 2013. Et lorsque l'UFDG a refusé de lui apporter son soutien pour être député uninominal de Kaloum, il était candidat, mais l'UFDG a soutenu le candidat présenté par l'UFR, qui était M. Baidi Haribo. Très bien. Voilà, Mamadou Moussa, est-ce que les alertes sont terminées parce que Saliba, il est coincé là? Non, je vais terminer rapidement. Juste un petit rappel.
parce que notre émission n'est pas seulement une émission concentrée sur la Guinée, elle suit l'actualité à tous les niveaux. Oui. Je vais parler aujourd'hui de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et il y a d'autres candidats potentiels qui sont sur la liste. Et je vais parler de cette visite tout récemment du Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a été reçu en tête-à-tête avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était entre le 16 et le 17 mai 2025. Et il y a un fait qui m'a marqué dans son séjour du côté de Ouagadougou, c'est lorsqu'il a accordé une interview à nos confrères de la chaîne RTB, la radio-télévision burkinabé, où on lui a posé la question: quelles sont aujourd'hui les relations, quelle est la nature des relations entre le Sénégal et la France, qui est l'ancienne puissance colonisatrice du Sénégal? Sa réponse a été très claire. Il dit: le Sénégal entretient des relations avec la France comme avec tous les autres pays. Mais il tient à préciser une chose, que d'ici la fin du mois de juillet 2025, aucune base militaire étrangère n'existera sur le sol sénégalais. Je sais qu'il n'a pas prononcé là-bas le nom de la France, mais tout le monde sait que s'il y a une puissance étrangère qui a réellement des bases militaires au Sénégal, c'est la France. Et d'ici la fin du mois de juillet, la France va plier bagage au Sénégal et Ousmane Sonko a ouvert la voie à d'autres partenariats. Il a continué avec ses réponses en disant que le Sénégal est ouvert pour des partenariats avec d'autres pays à condition que ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Ça veut dire que si la France veut maintenant être alliée du Sénégal, comme ça a toujours été le cas depuis l'indépendance de ce pays en 1960, il va falloir que cela parte maintenant sur de nouvelles bases. Et il n'est pas exclu que le Sénégal aussi signe des alliances ou des partenariats avec d'autres puissances qui ne sont pas amies à la France, comme on a constaté avec le Mali, comme on a constaté avec le Niger, comme on a constaté avec le Burkina ou encore le Tchad. Et je pense que Emmanuel Macron est en train de récolter sa mauvaise politique étrangère en Afrique. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, il l'aura mérité. Tout récemment, il a été giflé par sa propre femme lorsqu'il est parti au Vietnam pour une visite d'État de 2 jours. Tout le monde a vu les images, il a tenté de démentir au début, mais finalement, il a lui-même confirmé en tentant de masquer encore, en tentant d'apporter une rhétorique pour justifier. Mais tout le monde a vu que ça a été une humiliation. Aujourd'hui, la France va quitter le Sénégal et ça sera une autre humiliation sous sa gouvernance. Et bientôt encore, les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire seront libérées presque totalement parce qu'il y a plusieurs bases aujourd'hui qui sont libérées et qui sont récupérées par l'armée ivoirienne. Pour le cas du Tchad, tout le monde sait l'histoire. Il a soutenu illégalement le coup d'État de ce petit qui dirige aujourd'hui le pays. Il est allé même assister à son investiture en tant qu'époussiste. Il a refusé d'admettre que c'est un chef de la ZANT. Il dit que c'est le président tchadien. Quand ce dernier a été élu officiellement, sa première décision, c'est de demander le départ des troupes françaises du Tchad. Aujourd'hui, le même scénario n'est pas exclu encore au Gabon parce que la France a parrainé le coup d'État au Gabon. La France a parrainé l'élection de son nouveau président au Gabon, comme elle est en train de le faire en Guinée. Et je pense que ce qui se passait dans les pays du Sahel, ça peut se répéter encore dans beaucoup d'autres pays parce que la politique française en Afrique, on en a marre avec cette politique. Et la France ne peut pas nous aujourd'hui se présenter comme un pays qui défend le droit international pendant qu'il observe, pendant que Macron observe tout ce qui se passe, toute cette tragédie qui se passe notamment en Guinée, mais il n'ose pas réagir, il n'ose pas parler de la fermeture des médias, il n'ose pas parler de l'exil des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, il n'ose pas parler des crimes de sang, il n'ose pas parler de la confiscation des libertés des Guinéens, alors qu'il présente son pays comme étant l'un des plus grands défenseurs du droit international. Je pense que sa contradiction va rattraper sa France en Afrique. C'est très bien fait pour lui. Bon. Voilà. Oui, Saliba. Voilà. Et je pense qu'on a toujours, on accuse toujours la France des dérives dictatoriales de nos dirigeants. Tenez, ce monsieur, le Premier ministre du Sénégal, c'est bien avant même qu'il ne soit au pouvoir. Il était à la Casamance là-bas, il voulait changer des noms de rue. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ça donne quoi au Sénégal quand on change le nom d'une rue? C'est-à-dire on enlève rue de colonel général Marcel, on met
on prend une non ça change quoi dans la vie d'un Sénégalais? Vous voyez, c'est-à-dire, le premier ministre du Sénégal, monsieur Sonko, qu'on se méfie parce que les dérives dictatoriales de ce monsieur, je crois que ça risque d'affecter, mais Dieu merci que le Sénégal a une justice quand même saine et solide, qui certainement qui vont l'arrêter demain quand il va déborder les trucs. Maintenant, fréquenter des poussistes qui est élus, qui réellement sont en train de s'aimer une pagaille sans limite dans leur pays. C'est-à-dire priver tout de leurs citoyens, fermer tout dans leur pays. Maintenant, ça, on sait. Coopération Sud-Sud oblige. Voilà, parlez-en de coopération Sud-Sud. Ça sert à quoi, mesdames et messieurs? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Coopération Sud-Sud, c'est des pauvres qui coopèrent. C'est des pauvres. Quand des pauvres coopèrent, ça ne donne rien. Il n'y a pas rien à manger, rien à boire. C'est-à-dire qu'on aime la France, qu'on n'aime pas la France. C'est-à-dire la France, les États africains doivent coopérer et avoir si vous voulez, une liste. Mais dans la coopération, comme on le dit souvent, gagnant-gagnant, ça lui va. Voilà, mais voulez-vous que le Français qui est millionnaire vienne investir dans votre pays et frotter les mains et dire à Barca ne me paye rien? Non, ils sont venus pour chercher quelque chose. Ça lui va. Je pense que si vous regardez l'incohérence de la France en Afrique, vous allez donner raison à tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à la France. Non, ils ne sont pas incohérents. Parce qu'on est impatient. On ne veut pas. Ça, s'il te plaît. Imaginez. Oui. Monsieur Ban. Oui, allez-y. Regardez, lorsque Mohamed Idriss Déby a pris le pouvoir après la mort de son père, jusqu'à son élection, Emmanuel Macron l'a toujours appelé président de la République du Tchad. Juridiquement, c'était illégal, il n'était pas président. Et en même temps, quand il parlait du Mali, du Niger ou du Burkina, il disait les chefs de la junte au Mali, au Niger et au Burkina. Alors, quelle est la différence entre un chef de la junte au Mali et un chef de la junte au Tchad? Mais le Tchadien n'a pas fait. Le Tchadien n'a pas fait un coup d'État. Voilà, le Tchadien n'a pas fait un coup d'État. On a tué son père. Il y a une manigance au niveau de l'appareil. Mais militaire. Il y a une loi qui définit comment est-ce que son père doit être remplacé. Mais c'est un coup d'État, ça, Saliba. Ça, c'était un coup d'État. Bon, non, mais c'est pas lui qui a tué son père quand même. Il faut qu'on soit d'accord ça. De l'Assemblée nationale qui devrait venir au pouvoir. Exactement. Maintenant, on a tué son père. Maintenant, ceux-là qui étaient avec son père, ils ont compris que pour peut-être maintenir leurs avantages, il faut installer le fils. Mais c'est ça le coup d'État, Saliba. C'est ce qui s'est passé. C'est pas un coup d'État ici. C'est un coup d'État, ça, Saliba. Non, c'est qui a tué son père? Le président de l'Assemblée nationale du Tchad, qui devrait remplacer Idriss Déby, maintenant, était là, il était vivant. S'il a peur de prendre le pouvoir, s'il a eu peur de prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mamadou Moussa, allez-y, laissez Saliba aller avec ces Français-là. Maintenant, monsieur Ba, ce que vous devriez comprendre, regardez l'incohérence de la France. J'ai posé la question, j'ai dit, quelle est la différence entre un chef de la junte au Mali, au Niger, au Burkina et celui du Tchad? Il n'y a pas de différence. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, suivez très bien, quand Alpha Condé a fait le 3e mandat en 2020, Emmanuel Macron n'a jamais condamné cela, il n'a pas réagi. Alassane Ouattara l'a fait, il n'a pas réagi. Imaginez aujourd'hui au Cameroun, comme la France a des intérêts au Cameroun, comme la France a des intérêts au Congo-Brazza, comme la France a des intérêts au Gabon, Emmanuel Macron ne dit jamais que dans ce pays-là, c'est la dictature qui règne. Et tout le monde sait que le Cameroun, c'est l'épicentre de dictature aujourd'hui en Afrique. Depuis 1982, c'est le seul homme qui dirige le pays dans une direction unilatérale qui lui convient. Au Congo, parce que la France a plus de 60% des intérêts liés aux revenus des exportations pétrolières avec Total. Aujourd'hui, vous imaginez comment est-ce qu'il traite le président Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous imaginez tout cela? Bon, et en même temps, imaginez, il y a des médias aujourd'hui installés en France qui ont aujourd'hui des directeurs de publication ou des rédacteurs en chef qui sont au solde aujourd'hui de la diplomatie française. Je vais donner l'exemple du journal Jeune Afrique, que nous connaissons tous.
Le directeur de publication de ce journal, sa femme était ministre dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Je crois bien jusqu'à présent, elle est ministre là-bas. Et partout où la France fait sa propagande en Afrique pour défendre ses intérêts et dénigrer quelqu'un qui veut défendre l'intérêt de son pays, on utilise ces médias, notamment France 24, on utilise Africa 24, on utilise Jeune Afrique. Okay. Pour nous dire que la France est-ce que je peux répondre? Allez-y, Saliouba. Rapidement, voilà. Parce que, vous savez, je ne peux pas quand même vous supporter. Je vais vous expliquer terre à terre qu'est-ce qui se passe ici. Vous avez un voisin, plus ou moins nanti, qui donne régulièrement la bonne dépense à son épouse. Et vous êtes là, vous n'avez pas les mêmes moyens que lui. Et à chaque fois que votre femme vous réclame quelque chose, et vous blâmez le voisin qui est là, dit que c'est lui ou sa femme qui sont en train de manipuler votre épouse. Hey, dites à vos dirigeants d'être sages, de respecter les libertés publiques, de respecter leur peuple, de connaître qu'ils ne sont pas super hommes, et vous verrez si la France ne va pas les respecter. C'est là le problème. Merci. La seule question que moi je me pose, d'ailleurs je ne me pose pas, je crois que j'ai réfléchi à cela, le Sénégal va être sauvé par son peuple et par sa justice. Parce que imaginez, il y a eu les bases militaires françaises depuis très longtemps au Sénégal. Le Sénégal est devenu stable, l'armée a été disciplinée, l'armée sénégalaise dans les casernes. Et si aujourd'hui l'armée française, les troupes françaises quittent le Sénégal, espérons que l'armée sénégalaise va rester une armée républicaine, une armée régulière, une armée qui respecte son peuple. Sinon, ça va être le chaos. Mais encore une fois, le Sénégal, l'avantage du Sénégal, c'est d'abord sa justice qui n'est pas corrompue. Ensuite, la détermination de son peuple qui a déjà l'esprit de la démocratie ancré. Donc, c'est ce qui va sauver le Sénégal. Voilà, mais là, sur la visite... Je suis d'accord avec vous, M. Baldé. C'est là-bas même où je voulais répondre un peu au propos du grand frère Saliouba. C'est que Ousmane Sonko, quel qu'en soit ce qu'il va penser, il ne peut pas s'aimer des troubles au Sénégal et résister. Il ne le pourra pas. Moi, je n'ai pas parlé du cas de sa visite au Burkina Faso pour dire que tout ce qu'il fait au Sénégal est bon ou bien toutes ses déclarations concernant la politique intérieure du Sénégal, c'est bon. Je sais que là-bas, il y a des institutions qui jouent pleinement leur rôle et qui sont capables de dire à Ousmane Sonko stop au moment où cela est nécessaire. D'ailleurs, ce n'est même pas lui le président. Ousmane Sonko n'est qu'un premier ministre. Le président, c'est à lui qui reviennent certaines décisions stratégiques dans la gouvernance du pays. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a soutenu Faye pour qu'il devienne président, mais Ousmane Sonko a un pouvoir limité. Même le président a un pouvoir limité au Sénégal. Ça, nous avons déjà vécu ça. Et pour le moment, pour clore à cela, Diomaye Faye, quand même, en tout cas, ce que nous voyons de très loin, il se comporte bien, il respecte les lois du pays. Et pour le moment, sa présidence, vraiment au Sénégal, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de déclaration fantaisiste, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas à pleurnicher pour le moment du côté du Sénégal. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas, Mamadou Moussa, c'est terminé avec vos alertes. On va avec l'alerte Saliouba. On va avec l'alerte Saliouba parce que on a été rejoint ici par M. Tanou Diallo. Et Tanou Diallo, il vient d'ailleurs de quitter il n'y a pas longtemps. Il était avec nous ici, du CERAG, du côté de l'Europe, aujourd'hui qui jubile parce que la justice a donné raison probablement à son patron, donc au ministre Ousmane Gawal Diallo. Il va réaliser tout à l'heure avant de le laisser, mais on va avec Saliouba pour son alerte, pour ses alertes. Saliouba. Bon, moi, parlant de la justice, justement, on vient de parler de la justice au Sénégal. Bon, on parle ici, je cite ici Maître Antoine Pépé Lama. C'est un avocat. Nous sommes en Guinée. Nous sommes en Guinée ici. D'accord. Et très, très combatif, il faut le dire, qui combat toujours aux côtés du peuple, qui dit tout haut ce qu'on n'ose pas dire. Maître Antoine Pépé Lama. Justement, vous savez, c'est un avocat du barreau guinéen. D'accord. Et il y a récemment un cas avec le décès de l'artiste guinéen, comédien guinéen, Moussa Bafoué. Moussa Kofoué.
Kofoué, voilà, qui est décédé à Kindia, enterré là-bas avec tous les honneurs, il faut le dire, paix à son âme. Mais il y a eu un cas quand même, un cas de vol. Il y a un monsieur, un certain, qui a volé les téléphones de ses enfants. Un Mohamed, un camarade. Bon, c'est pour cette raison que je demande au Diallo camarade de faire attention. Ce que vous êtes en train de faire, parce que vous savez, ça risque de vous rattraper. Ils volent les téléphones, soit dit en passant, bon, les téléphones des enfants de M. Moussa, décédé, on le rattrape, il est trimballé en justice et il écope 10 ans de prison ferme, 10 ans, peine maximale qui a été infligée à ce monsieur. Bon, selon le code pénal guinéen, quand même, l'article 374, c'est allant de 1 à 10 ans, avec une amende de 1 million jusqu'à 5 millions. Mais le juge, certainement très fâché, et il voulait quand même dire non, 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 ça ne doit pas se répéter. Il a imposé la limite de la condamnation, c'est-à-dire 10 ans. Mais qu'est-ce qui a attiré mon attention sur ça? C'est la réaction de l'avocat qui dit oui, la justice a été appliquée, bon, mais peut-être ça a été à l'extrême. Comment peut-on condamner quelqu'un qui vole un téléphone à 10 ans de prison? On condamne celui qui a volé des millions d'euros, de dollars à 3 ans seulement. Je crois que c'est toute une question dans l'air et que Dieu sauve la justice guinéenne. Bon, je pense que, et parlant de la justice également guinéenne, dans le cas de dont Moussa faisait tout à l'heure allusion, du docteur Condé qui a été libéré, je souhaiterais savoir le nom de ce juge ou de cette juge qui a osé quand même défier l'autorité du CNRD, l'autorité de Bala Samoura, parce qu'il faut le dire, parce que la vraie justice guinéenne, c'est lui. Alors, est-ce que la juge qui va peut-être re-entendre Aliouba aura le même courage? Est-ce que ça lui va la question? Est-ce que c'est un courage? Est-ce que c'est un courage ou bien c'est parce qu'on a trouvé qu'il n'y a rien dans le dossier du monsieur, alors qu'en le mettant en prison, c'est le RPG qui est derrière, c'est un autre fardeau. Est-ce que c'est un courage ou bien c'est de la politique politicienne encore? C'est la question qu'on se pose. Voilà. C'est un courage aujourd'hui en Guinée, dans l'état actuel des choses, de déceler le faux du vrai. C'est tout un courage. Voilà, il faut le dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la justice. Pour terminer avec ça, notre justice est très malheureusement, et c'est une justice à plusieurs vitesses. Et quand c'est plusieurs vitesses, vous ne savez pas comment faire entrer la première, la deuxième, la troisième, peut-être même cette fois-ci avec la justice guinéenne, on va jusqu'à la 10e vitesse. C'est un peu difficile, du 2 poids, 2 mesures, l'incohérence. Vous avez dit que Dieu sauve la justice guinéenne. Moi, je vous dirais que Dieu sauve la Guinée. Parce que si un pays n'a pas une justice juste, c'est difficile pour ce pays de s'en sortir. C'est difficile, très difficile. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre pays, mais encore une fois, c'est la justice qui doit nous prouver que la Guinée doit avoir ce qu'elle doit avoir, c'est-à-dire la paix du cœur, la justice sociale. Vous savez, M. Baldé, c'est ce que je pense. Allez-y. Vous savez, quand vous évoquez ce sujet-là, des fois, ça me fait un peu rire avec le CNRD. Parce que quand le CNRD nous a dit qu'ils vont tout faire pour éviter les erreurs du passé et faire de la justice la boussole, aujourd'hui, le regret est de constater que la boussole même est étonnée. En plus d'être étonnée, c'est que le CNRD devrait se limiter seulement à répéter les erreurs du passé. Si c'était ça, au moins, nous sommes habitués à ça avec Alpha. Alpha Condé nous a fait voir tout en Guinée, même ce qui n'existe pas en Corée du Nord a existé en Guinée. Donc, s'il s'était limité seulement à répéter les erreurs du passé avec les dérives de la justice, moi je dirais qu'Alhamdulillah. Mais aujourd'hui, ils font pire qu'Alpha Condé. Vous comprenez? Autant d'Alpha Condé, au moins, on savait où les gens étaient détenus. Oui. C'était à la maison centrale. Mais avec le CNRD, on ne sait même pas où la personne est détenue.
Sa famille n'est pas au courant, personne ne connaît où l'intéressé est détenu. Vous avez parlé d'Habib Marwan Kamara. Quel est le crime qu'Habib Marwan a commis pour mériter ce sort? Rien. Fonike Menge et Biloba. Imaginez, au XXIe siècle, on enlève des pères de famille depuis près de 1 an. Personne ne connaît où est-ce qu'ils sont détenus. Je pense que Doumbouya, s'il y avait un autre mot plus grave que la déception, on l'aurait déjà employé. Mais comme la langue française aussi n'est pas tellement riche jusqu'à ce niveau, on va utiliser l'expression déception. C'est la plus grande déception du XXIe siècle. Le coup d'État du 5 septembre, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Il a arnaqué les Guinéens. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à Mamadou Moussa. Voilà, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour le moment avant d'aller au vif du sujet, les sujets du jour. Eh bien, on va retrouver d'abord, on va prendre une pause commerciale, s'il vous plaît. Envoyez de l'argent avec Sika Cash via votre carte bancaire pour effectuer des transferts d'argent à des parents et amis directement depuis votre appareil mobile. Nous utilisons les meilleurs taux de change pour nous assurer que votre argent ira plus loin. Envoyez de l'argent à des amis et suivez les transferts d'argent à l'aide de l'application Sika Cash. Profitez d'une conversion de devises instantanée et transparente. Restez aux USA et envoyez de l'argent au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, au Bénin et partout ailleurs. Disponible sur App Store et Google Play. Envoyez de l'argent des États-Unis vers l'Afrique sans frais. Nos prestations. Transfert bancaire. Envoyez des fonds à votre proche. Faites-le depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Retrait d'espèces. Un retrait d'espèces permet à votre destinataire de récupérer son argent au point de retrait souhaité. Mobile Money. Envoyez le Mobile Money directement sur un compte mobile. Voilà, 2 sujets à débattre rapidement. Nous allons commencer par le sujet de la Guinée, la République de Guinée, la justice ordonne le retour dans les rangs de l'UFDG, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Un dossier désormais plus qu'une affaire d'État, comme si cette même justice manque de dossiers à traiter. Beaucoup de questions se posent. Le débat s'ouvre sur nos antennes en attendant l'autopsie des juristes. Tout à l'heure, on a été rejoint ici par M. Tanou Diallo, que vous voyez certainement à l'écran. Il est du CERAC du côté de la France, un fervent défenseur donc des idéaux de Ousmane Gawal Diallo. Et tout à l'heure, il sera avec nous ici. Mais en attendant, le débat s'ouvre avec nos chroniqueurs. Eh bien, oui, d'abord, Mamadou Moussa, la justice a ordonné que Ousmane Gawal retourne à la maison, retourne à l'UFDG. Quelle est, selon vous, la réaction, la première réaction qu'on pourrait se faire ici en tant que journaliste? Bon, j'ai beaucoup aimé votre phrase là qui consiste à dire que c'est devenu une affaire d'État comme si la justice n'avait pas de dossier important à traiter. J'ai pris langue avec des juristes. Je leur ai posé la question de savoir si la justice peut se comporter ainsi par rapport à un cas d'exclusion dans un parti politique. Et voilà la réponse, elle est très claire. Les partis politiques, selon la loi sur les partis politiques en Guinée, sont considérés comme des institutions qui sont régies par des textes internes. Et lorsque l'exclusion d'un cadre au sein d'un parti n'obéit pas à ces textes, il revient en ce moment à la justice d'ordonner le rétablissement de ce cadre qui a été exclu. Ça, c'est selon l'aspect juridique. Maintenant, pour le cas spécifique de M. Ousmane Gawal Diallo, la justice a rendu son verdict le 23 mai 2025. Mais bien avant cette date, vous savez très bien qu'en juillet 2024, il y a eu d'abord annulation de cette décision prononcée par le même tribunal, le tribunal de première instance de Dixie. Et à ce niveau, la justice a brandi comme argument que Ousmane Gawal n'a pas été exclu conformément aux principes, aux règles et aux lois qui régissent le fonctionnement de l'UFDG, notamment le statut intérieur. Mais je n'ai pas compris que la justice encore ne soit pas en mesure de montrer quelle est la disposition qui n'a pas été respectée dans cette procédure. Parce que si elle montre réellement à l'UFDG, voilà la disposition que vous n'avez pas respectée dans votre procédure, je suis sûr que la direction nationale du parti peut se retrouver de nouveau pour dire alors nous allons reprendre pour respecter et exclure de nouveau Ousmane Gawal, comme cela a été le cas en 2000
2015-2016 avec M. Baouri. Mais comme je l'ai dit au départ, M. Baldé, voilà la stratégie. Elle est très simple. Il faut, Ousmane Gawal a un contrat avec le CNRD. Tant que ce contrat-là est en cours d'exécution, il a sa place dans le gouvernement. Je défie quiconque qui va me dire le contraire. Le seul contrat qu'il a avec le CNRD, on te nomme dans notre gouvernement, fait tout pour déstabiliser ton parti. Tant que Ousmane Gawal se prête à ce jeu, il peut être ministre dans le gouvernement, quel qu'en soit le remaniement qui interviendra. Maintenant, pourquoi Ousmane Gawal doit lui-même être conscient qu'il n'a plus sa place au sein de ce parti? C'est lui-même qui s'est fait exclure. Regardez bien, je vais vous faire montrer ce fait, vous allez comprendre. L'UFDG, c'est un parti politique qui a un projet. Ousmane Gawal est un homme politique qui est membre du gouvernement aujourd'hui qui a un projet. Quel est le projet politique d'Ousmane Gawal aujourd'hui? C'est de faire de Mamadi Doumbouya le futur président de la République de Guinée. C'est lui qui l'a dit. Que son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Qu'il va tout faire pour le soutenir, qu'il va l'appuyer, qu'il va même le porter sur son dos pour qu'il aille à Sévoutoria devenir le président de la République de Guinée officiellement. Et pendant ce temps, il se réclame d'un parti politique. Et ce parti a pour projet de porter Ella Selou Dalein Diallo à la tête de la Guinée comme président de la République pour les prochaines élections. Comment est-ce que cette incohérence peut être possible entre Ousmane Gawal et l'UFDG? Ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes projets. Tous ceux qui doivent exister à l'intérieur d'un parti politique doivent suivre le projet du parti. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir des contradictions dans tous les partis politiques, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur de la Guinée, dans les autres pays. On peut avoir des contradictions, mais chaque parti a une vision. Si je vous donne l'exemple des États-Unis que vous maîtrisez mieux que moi, Donald Trump a été sévèrement contesté par beaucoup de cadres de son parti, le Parti républicain. Oui. Surtout quand il y a eu l'attaque contre le Capitole. Oui. Avant son départ de la présidence en 2017 face à Joe Biden. Le 6 janvier. Bien sûr, il y a eu des cas de mort, ce qui était quand même une première dans l'histoire moderne des États-Unis tout récemment. Mais malgré les divergences, les contradictions entre lui et certains responsables de son parti, mais vous savez bien que la procédure de sa destitution a été annulée, a été cassée par le responsable, je crois bien, de la Chambre des représentants à l'époque, ou bien du Sénat, qui était quand même du parti. Mais il a publiquement dit que ce que Donald Trump a fait à l'époque n'était pas normal. Il condamne, mais il a empêché que Donald Trump ne soit destitué pour ne pas que sa candidature tout récemment ne soit annulée. Et cette contradiction a amené quand même ces responsables du parti à abandonner leur projet. Leur projet, c'était la reconquête du pouvoir encore en tant que républicain. Maintenant, en Guinée, on voit un monsieur qui dit que moi, mon projet, c'est porter Mamadi Doumbouya au pouvoir. Et il dit encore qu'il est membre du parti et il veut toujours rester au sein de ce parti. Est-ce que le candidat de l'UFDG, c'est Mamadi Doumbouya? Non. Est-ce que l'UFDG va présenter Mamadi Doumbouya comme candidat? Non, ce n'est pas possible. Alors que Ousmane Gawal, il a donné de bonnes leçons à Baouri en 2016. Je voudrais qu'en tant que bon donneur de leçons, qu'il applique lui-même ces leçons sur lui. Il a compris aujourd'hui que son chemin avec l'UFDG a pris une direction différente. Alors qu'il accepte de continuer en politique ou pas, s'il veut continuer en politique, qu'il nous fasse le plaisir de créer un parti politique, inviter la presse, présenter son parti, inviter ses militants, dire je serai à la tête d'un parti politique, voici le nom du parti, voici mon agrément, et je suis maintenant leader politique. Prenez les exemples de Dr Faya Milimono. Il était de la NGR de M. Abessila. Il a quitté la NGR, il a créé son parti, mais avant qu'il ne crée son parti, je vous rappelle, beaucoup de partis politiques lui avaient tendu la main. Même l'UFDG voulait qu'il aille à l'UFDG. Mais il a créé son parti. Ali Ouba était du modèle de monsieur, du BL de Dr Faya Milimono. Quand ça n'allait pas, il a quitté là-bas, il a créé son propre parti. Aujourd'hui, il est l'un des leaders les plus respectés de la Guinée et même du monde entier, parce qu'il y a eu des rencontres avec les grandes personnalités du monde. Tout le monde le sait. Pourquoi Ousmane Gawal ne peut pas faire la même chose? Il y a eu combien de gens qui ont quitté l'UFDG et qui ont créé leur parti? Dr Salih Bella était vice-président chargé des affaires politiques du parti. Il a représenté l'UFDG dans le gouvernement de la transition de 2010 avec M. Jean-Marie Doré. Il a quitté l'UFDG, il a créé son parti qu'on appelle le AFIA. Il y en a tant d'autres. Au RPG, il y a eu combien de gens qui ont quitté? On a parlé tout de suite dans cette émission de M. Mohamed Kaba du Parti Fidèle. Il a fait tout son combat avec Alpha au temps de Lansana Conté, mais quand il a compris que sa vision n'était pas la même vision qu'Alpha, il a créé son propre parti.
C'est ce qu'on appelle un homme qui veut quand même se lancer dans la politique avec des convictions. Mais quand vous vous lancez en politique pour des opportunités, c'est ça aussi, c'est le résultat que cela va donner. Merci beaucoup. Hein. Merci, Mamadou Moussa. Bon. Salut, Ba. Voilà, je crois que c'est des gaffes politiques au niveau de l'IFDG, peut-être, qui ont conduit à ça. Les exclusions dans les partis, dans ce parti, je pense qu'il faut s'en méfier. Je crois qu'on a donné une force à un homme, bien qu'il ne soit ministre, qui ne l'avait pas. Et aujourd'hui, qu'on pense, il a cette force d'évincer le leader de leur parti politique, qui est Cellou Dalein. Je crois que je l'avais dit un jour ici dans mon émission au niveau de Médias d'Afrique. Quand on a été trop agressif envers Ousmane Gawal, on l'a exclu, il fallait simplement le laisser faire. Vous avez vu les injures dont ce monsieur, une dame de l'IFDG, avait fait des injures très graves. Les audios sont là envers Ousmane Gawal. C'est-à-dire, on a donné une force cadeau à Ousmane Gawal pour qu'il essaye de les combattre. La fois dernière, j'avais posé la question quand on a invité le responsable de l'IFDG ici, si la justice donnait raison à Ousmane Gawal, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit qu'ils vont, en tout cas, contester cette décision à la justice. Je crois que si l'IFDG veut enterrer ce problème, qu'est-ce qu'il écoute de laisser Ousmane Gawal revenir dans le rang? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce que Ousmane Gawal, bien qu'il ne soit ministre, bien que peut-être on l'accuse à tort ou à raison, il est riche, il est milliardaire, il est millionnaire, ce que je ne crois pas, bien qu'il a des entrées, des sorties au sein de ce parti, je pense qu'il ne peut pas déranger grand-chose. Je ne pense pas qu'il puisse peut-être aller à un congrès à l'IFDG. Allez-y à un congrès à l'IFDG, Ousmane Gawal à gauche, Cellou Dalein à droite, regardez pour qui on va voter. Cellou Dalein a été un candidat national, il est allé à des élections à 3 reprises. Bon, c'est que d'après certaines estimations, il a gagné en tout cas ces élections et a été triché. Vous pensez que Ousmane Gawal peut déranger le leadership de Cellou Dalein au sein de l'IFDG? Je vous dirais non. C'est-à-dire on a créé un monstre et on veut que tout le monde ait peur de ce monstre. C'est vous qui l'avez créé. Il faut peut-être faire face à ça. Il ne fallait pas l'exclure. Au premier pas, il fallait le laisser là. Salut, Ba. Oui. On va donner tout à l'heure la parole à M. Tanou Diallo. Il va essayer de défendre certainement Ousmane Gawal, c'est sûr d'ailleurs. Mais je vais vous dire pourquoi Ousmane Gawal a été exclu, honnêtement et objectivement. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas la tête d'Ousmane Gawal. Ce n'est pas parce que les gens à l'UFDG ne reconnaissent pas le combat mené par Ousmane Gawal quand il était militant vraiment de l'UFDG. Mais ces sorties médiatiques contre même le premier leader du parti, contre même le parti, contre certains responsables du parti, c'est sorti parfois incontrôlable. Dans un parti politique, ce soit vous êtes dedans ou vous n'êtes pas là-dedans. Moi, je crois que sinon, il n'est pas le seul. Ousmane Gawal n'est pas le seul à quitter l'UFDG. Il y en a qui ont quitté il y a longtemps les Angel, qui n'ont pas été exclus. Je crois que ce sont les sorties médiatiques et surtout la force. Tout à l'heure, vous avez parlé que c'est l'UFDG qui donne la force à Ousmane Gawal. Non. Ousmane Gawal est fort du CNRD. Ça, c'est le poids, comme on le dit en poulard, pour Bantangi et Mamadi. C'est qu'il a la force parce qu'il a le poids du CNRD derrière. Ce n'est pas l'UFDG qui a rendu Ousmane Gawal très fort, c'est le CNRD qui a rendu Ousmane Gawal invulnérable, à mon avis. Mais comme M. Tanou est là, c'est un débat, on dit face à l'opinion, chacun a son opinion, on va lui donner la parole et on va l'écouter. M. Baldé, avant qu'il ne prenne la parole, je voudrais ajouter ça. Et ensuite, on ne va jamais cesser de le répéter. Ousmane Gawal n'a pas eu le mandat de l'UFDG pour aller dans le gouvernement. Ça, c'est une violation des principes d'un parti politique.
tout le monde le sait. Pour figurer dans un gouvernement, il faut avoir le mandat de ton parti en tant que membre et responsable de ce parti. J'ai parlé du cas de Dr Saliou Bella en 2010. C'est l'UFDG qui l'avait envoyé dans le gouvernement pour qu'il représente le parti, parce que c'était un gouvernement d'union nationale en quelque sorte. Est-ce que vous imaginez ça? Ensuite, je vais encore rappeler un fait. Beaucoup de partisans d'Ousmane Gawal disent aujourd'hui, nous, on a remporté. Si l'UFDG interjette appel pour demander... Avant ça, Mamadou Moussa, souffrez